Et c'est une incroyable vente aux enchères Judaïka proposée par l'étude ADER. C'est salle Favard, 3 rue Favard dans le 2e. C'est à Paris et c'est jeudi 18 mars, c'est-à-dire demain à 14h. Mais toute la journée aujourd'hui et demain matin, on peut voir cette exposition publique dans l'étude. Pour en parler avec nous, David Norman. David, bonjour. Bonjour Hélène. Alors vous êtes commissaire-priseur. Vous êtes un petit peu directeur, je crois, de cette étude ADER. Bon, on peut dire ça, oui. L'étude ADER, j'ai racheté cette étude il y a maintenant 15 ans, 16 ans. Voilà. Et vous organisez cette vente Judaïka. Alors, ma première question, c'est, j'imagine qu'on peut aussi se mettre sur Internet, en Zoom, parce que est-ce qu'elle est présentielle, cette vente ? Alors effectivement, aujourd'hui, les conditions d'accès aux ventes publiques ont beaucoup évolué, évidemment, et on s'est adapté, comme dans tous les métiers, aux problèmes de promiscuité et de proximité. Et donc, effectivement, il est possible d'accéder, de bider en live à travers le site. Bider en live, vous expliquez, c'est-à-dire donner un prix, c'est ça ? De pouvoir suivre, voilà. De pouvoir suivre la vente complètement à distance, de chez soi. On voit le commissaire-priseur, c'est-à-dire moi, et on voit les experts, c'est-à-dire Naftali Frankel en l'occurrence, et on voit les objets qui passent et les enchères qui montent. Et on peut, si on s'est inscrit au préalable, parce qu'attention, il y a quand même une inscription, on vérifie que les acheteurs, évidemment, sont solvables avant de... Ah oui ? Oui, il y a tout un tri qui est fait. Comment ça se passe alors ? Mais il faut s'inscrire, il faut s'inscrire à l'avance, donc essentiellement sur le site de Draw Live, mais également sur le site d'Interenchères. Donc on a 2 possibilités d'enchérir en live. Et puis ensuite les moyens traditionnels, c'est-à-dire être présent en salle. Alors ça, on déconseille pour le moment, puisqu'on a des questions de jauge dans les salles, qu'on ne peut pas être trop nombreux. Et ensuite, il est toujours possible d'enchérir par téléphone, donc de suivre l'enchère avec une personne de l'étude qui relaie les enchères, ou de laisser ce qu'on appelle des ordres d'achat, qui sont des montants maximum auxquels on s'engage à enchérir si les enchères montent. Alors, David Norman, cette vente est un peu particulière, c'est pour ça que vous êtes là à Radio J. C'est une vente uniquement consacrée au judaïsme. Mais alors, quand on dit judaïka, on pense que c'est des objets. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est qu'une vente judaïka ? Alors c'est effectivement une bonne question, parce que c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle un domaine transversal, puisque dans ce domaine, on va toucher à la fois effectivement des objets, qui sont des objets de culte par exemple, mais également des livres, qui peuvent être des livres de prière, qui peuvent être de tout type de livres autour du judaïsme, qui peuvent être également des tableaux, des œuvres d'art, et également des souvenirs historiques. Donc on va toucher un petit peu tous les domaines traditionnels des métiers d'art, mais en prenant la transversale du thème judaïka. On peut avoir des artistes juifs ou des thèmes juifs. On va en parler bien sûr dans un instant concernant celle de demain. David, est-ce que vous organisez souvent des ventes judaïka ? Alors, on a commencé à organiser ces ventes judaïka avec un expert formidable qui s'appelait Élie Shapiro, qui maintenant malheureusement est décédé, qui était un véritable savant, c'est lui qui, le premier en France, a créé cette thématique. Et donc, j'ai eu le bonheur de travailler avec lui pendant pratiquement 10 ans. Et d'ailleurs, il a fait ma première vente, qui était la vente Mendelmann. Voilà. On sait que vous êtes un admirateur de cet auteur, David. Voilà, que j'ai découvert à l'occasion d'une vente judaïka, voilà. Et grâce à Élie Shapiro. Et donc, cette thématique a commencé avec lui. On a travaillé ensemble un certain nombre d'années. Et puis, malheureusement, pour tout le monde d'ailleurs, Élie Shapiro est décédé. Et nous avons donc... on s'est adjoint les services d'un autre expert qui s'appelle Naftali Frankel. Et c'est lui maintenant qui porte bien un nom de judaïka, en tout cas. Qui porte bien un nom de judaïka, qui est très savant également, et qui aujourd'hui nous aide à constituer les catalogues. Et donc, on essaie d'organiser entre 1 et 2 ventes par an
Oui. Donc à peu près une par semestre. Après, ça dépend évidemment des collections qu'on peut avoir, qui nous sont confiées ou qu'on peut Alors, voir. justement, David Norman, comment ça se passe pour constituer le catalogue d'une vente Judaïka? Est-ce que les gens viennent à vous? Est-ce que vous allez fouiller? Parce que dans ce qui va être vendu demain, il y a pas seulement des objets, il y a des photos de la Palestine de l'époque, il y a des photos de d'artistes comme Yehudi Menuhin, il y a des tableaux israéliens, il y a un peu tout. Alors comment ça se passe? Alors effectivement, on a bon, toute la journée, on voit des gens qui ont des choses à vendre. Ça peut être dans le cadre de succession. Souvent, on intervient avec le notaire dans les inventaires de succession, mais ça peut être également nous avons tout un cercle d'intermédiaires qui vont nous relayer des choses à vendre ou des informations. Et nous, on va constituer, en fonction des thématiques de vente qu'on propose à l'étude ADER, on en propose beaucoup, on va proposer des catalogues, enfin en tout cas des sessions de vente thématiques. Et c'est vrai que, bon, dans la thématique Judaïka, il y a un vrai public, c'est-à-dire qu'il y a un vrai public qui vient de partout dans le monde. Donc, il faut savoir quand même que quand on organise une vente Judaïka, on a vraiment des acheteurs de tous les pays. Ah oui. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, peut se brancher sur le web pour suivre cette vente. Voilà, donc, et effectivement, les gens le font de vraiment tous les pays, ce qui fait que c'est un relais absolument incroyable. Et comme on a quand même une petite clientèle maintenant qui nous suit depuis une quinzaine d'années, eh bien, on a constitué au fil du temps des rendez-vous, et les acheteurs, les collectionneurs, les passionnés suivent ça avec beaucoup d'attention. Et je suis toujours étonné de la puissance de cette thématique qui intéresse beaucoup les gens. Alors, on ne trouve pas forcément beaucoup de choses, hein, parce que il faut trouver les objets. Il y a des collections qui ont été constituées, des collections formidables. On a pu en disperser chez nous ou ailleurs, mais enfin, il y a des collections qui existent formidables. Et puis, au fil des inventaires, on peut trouver chez des gens une, deux choses. Ça peut être une belle lampe de Hanouka, ça peut être un souvenir historique. Alors, est-ce que ça vous arrive, parce que d'autre part, vous êtes commissaire-priseur, vous allez chez les gens, hein, c'est ça, hein, votre métier. Vous allez chez des gens lors des successions et vous regardez, et s'il y a des objets judaïques comme ça, vous leur demandez, est-ce que je peux les prendre pour les vendre dans mon exposition? Alors effectivement, le métier de commissaire-priseur, comme le dit, il y a la notion de priseur qui veut dire priser, c'est-à-dire faire une estimation et une expertise. Et donc, une grosse partie de mon travail, effectivement, est d'aller chez les gens et de recevoir des demandes d'estimation ou d'expertise d'objets. Et effectivement, quand je trouve des objets, alors évidemment, ici, on parle du Judaïka, mais c'est valable dans toutes les thématiques qu'on va développer, lorsque je trouve des objets qui sont susceptibles de rentrer dans des thématiques que l'on pratique à l'étude ADER, effectivement... Par exemple, vous pouvez nous préciser, à part Judaïka, d'autres thématiques que vous aurez... Après, il y a des thématiques très classiques, hein, Oui. Tableaux modernes, tableaux D'accord. anciens, mobilier objet d'art, mobilier objet d'art du XXe siècle, estampes, art de l'Orient, art de l'Extrême-Orient. Et puis des bijoux aussi, des bijoux, j'imagine. bien sûr, argenterie, d'une formidable collection Stersberg d'argenterie au mois de février, première partie vers une deuxième partie au mois de septembre. Ce sont des ventes absolument extraordinaires, hein, dans ces thématiques. On a la chance de travailler avec des experts qui sont absolument formidables. Vous voyez, hier, j'avais par exemple une vente de manuscrits autographes avec Thierry Baudin. Voilà, c'est typiquement une thématique qu'on va développer. Et du coup, on essaye effectivement de remplir ces ventes avec des objets qu'on va nous confier. Alors, on va de temps en temps, on essaie de les chercher si on sait où ils sont, ou alors il y a une partie de chance aussi. Hein, donc, on peut tomber sur quelque chose d'intéressant. Et de temps en temps, il arrive qu'on fasse de véritables découvertes, et les gens ne s'attendent pas forcément à avoir des choses de grande valeur chez eux. Alors, justement, David, on ne peut pas s'empêcher de penser... Quand on feuillette ce catalogue, qu'on voit des œuvres d'art, qu'on voit des tableaux, des objets, des bijoux qui datent d'avant la guerre, quelque part dans notre mémoire trotte justement le mot spoliation. Est-ce que ça vous arrive, notamment dans ces catalogues-là Judaïka, de retrouver des tableaux ou qu'on vous confie des tableaux qui ont été spoliés et vous arrivez à retrouver le propriétaire ?
Alors oui, alors pas forcément dans ces ventes-là, parce que c'est pas forcément le type d'objet qui se retrouve dans les biens spoliés, mais c'est vrai qu'on Ça peut pourrait trouver. Ça pourrait, ça arrive à peu dans tous les domaines. Hein. On peut trouver ça dans les tableaux. On ne sait pas, David, qui nous dit que le chandelier qui est dans les dernières pages n'appartenait pas à un juif qui est parti et puis récupéré par les Allemands et repris par quelqu'un d'autre. Ouais. Ça arrive, il y a des services pour ça. Il y a des gens qui travaillent dessus de façon remarquable. Par exemple, Elisabeth Royer qui travaille dessus et qui nous donne une mine d'informations absolument colossale lorsqu'on a un doute sur la provenance des objets. Ça vous arrive? Ça nous arrive. On est quand même très attentif. Alors, il y a ce qui est renseigné et ce qui ne l'est pas, mais on est effectivement très attentif à tout ça. Et d'ailleurs, au-delà de la spoliation, on s'intéresse beaucoup, nous, à toutes les questions qui tournent autour de la guerre, autour de l'histoire, parce que dans le judaïka, il y a aussi ça. Il y a aussi d'ailleurs toute une part antisémitisme. Oui, on va en parler, bien sûr. Oui, c'est un sujet parce que on a beaucoup réfléchi à comment traiter ce sujet, est-ce qu'il fallait le traiter ou pas. Donc ça, c'est un sujet. On a décidé de le traiter parce que on a débattu et on a estimé qu'il valait mieux parler des choses, il valait mieux les montrer. Surtout quand on a à en vendre. Surtout quand on a à en vendre et surtout quand on peut les contextualiser, ce que nous faisons ici. Et je trouve, pour ma part, que c'est une information qui est vraiment essentielle. Alors, vous avez publié un catalogue qui est magnifique sur les ventes, cette fameuse vente judaïka qui aura lieu demain. Alors, quand vous dites antisémitisme, évidemment, on pense au procès Dreyfus. Donc, on a une première page avec une image. C'est le journal qui est à vendre ou c'est juste l'affiche? Alors, on a, en l'occurrence, c'est le journal. On a même plusieurs journaux qui ont relayé les procès. Donc, on a vendu plusieurs fois le J'accuse de Zola. C'est formidable. On l'a vendu plusieurs fois. Là, on a effectivement on a des exemplaires de l'Aurore, par exemple, qui était un journal dreyfusard et qui avait relayé le procès. Mais on a des pièces tout à fait étonnantes qui sont très rares, comme par exemple cette lettre du sculpteur Bartholomé qui raconte dans une lettre qui est de 1898 ou 1898 qui dit mais je peux pas quand même demander à ce qu'on révise le procès de Dreyfus parce que toute l'armée dans son intégralité a déclaré qu'il était coupable et je ne peux pas imaginer que l'armée puisse se tromper. Donc ça sert à rien de réviser le procès. De toute la manière, ça ne fonctionnera pas. Et celle-là, elle est à vendre pour demain. Oui, elle est à vendre. La lettre est à vendre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable. De lire Bartholomé. Alors, il y a bien sûr des tableaux, David. Oui. Alors, on va parcourir un petit peu, si vous le voulez bien, le fil conducteur de ce catalogue. Alors, est-ce que quand vous construisez comme ça une vente, vous mettez l'accent sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un fil rouge pour vous? Parce que comme on le disait au début d'émission, qui dit judaïka dit objet de culte. Il y en a bien sûr, mais c'est pas la majorité de la vente de demain. Alors, c'est très amusant parce que en fonction de ce qu'on va vraiment du fil du temps ou du fil de ce qu'on va nous apporter, les ventes vont avoir des aspects totalement différents. Il peut arriver qu'une vente soit quasiment constituée uniquement de livres, par exemple. C'est arrivé, ou quasi exclusivement de tableaux. Ça peut arriver également. Et souvent, il y a une partie tableau, une partie photo. On essaye vraiment de thématiser. Donc, pas judaïka, ce ne sont pas que des objets de culte comme on l'imagine. Non. C'est ouvert à autre chose. Donc, c'est pas que du sacré. C'est pas que du sacré. Le monde profane. Oui, et de plus en plus, on s'intéresse au côté historique des personnages, au côté vraiment la petite part d'histoire. Et ça, on peut apporter comme ça des éléments qui parfois sont très émouvants. Par exemple, dans les objets, il y a un foulard. Je ne sais pas si vous l'avez repéré dans le catalogue. Il y a un foulard qui date de 1870 et qui montre les juifs soldats de l'armée allemande en train de prier pour Kippour devant Metz. Et non seulement ils sont en train de prier devant Kippour, donc c'est quand même déjà étonnant de voir des soldats, certains avec des talit de l'armée allemande de 1870 prier, mais il y a un texte qui dit « Nous avons le même Dieu et pourtant nous combattons les uns contre les autres ». Parce que, évidemment, à cette époque-là, en 1870, il y avait
les Juifs allemands qui combattaient contre les Juifs alsaciens, qui étaient de Metz, par exemple, et qui, eux, combattaient dans l'armée française. Et donc, on a quand même un foulard du 1870 qui montre la prière devant Metz des soldats allemands. Je la retrouve, évidemment, je ne la retrouve pas. C'est pas grave, vous nous racontez, c'est une très belle histoire. Qui est absolument extraordinaire. Ou alors, il y a cette petite médaille absolument... Voilà, qui est absolument émouvante, qui a appartenu au grand rabbin Lazare Isidore. Lazare Isidore, qui a quand même été grand rabbin de France, qui a quand même été, avec Crémieux, le bras de l'abolition du serment moré-judaïco, qui est quand même un serment que les Juifs étaient obligés de passer, parce qu'on ne croyaient pas à leurs paroles et en la sincérité de leurs paroles. Du coup, on leur fait faire un acte très, très humiliant de serment. Et le grand rabbin, donc, qui est devenu grand rabbin plus tard, qui s'appelait donc Isidore, s'est engagé en 70 en tant que volontaire pour aller combattre pour la France. Et donc, on a sa médaille de la Société des volontaires du 1870-71 sur laquelle est inscrite Isidore. Et Isidore, c'est le grand rabbin. Mais je trouve ça formidable. C'est émouvant, non ? Extrêmement émouvant. Ouais. Et on rentre comme ça dans les souvenirs historiques. Et ce qu'on vend là, ce sont effectivement des objets judéica, mais c'est aussi du souvenir historique. Oui, parce que ça a appartenu à des gens qui ont une histoire. Ça a appartenu à des gens et ça raconte une histoire. Bien ça sûr. raconte, là par exemple, ça raconte le serment moré judéica, ça raconte ces Juifs qui se sont battus aux côtés des Français volontaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés, qui se sentaient tellement français, qui sont allés s'engager alors que c'était des hommes de prière. Enfin, ça quand même s'en dit long sur l'histoire. Alors David, il y a aussi évidemment plein de tableaux magnifiques de toutes les couleurs. Moi j'ai retenu un nom. Bon, évidemment il y a Tobias qui est connu, Mané Katz aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces peintres qui ont un peu le même style, je dois dire? Alors c'est ce qu'on appelle, les peintres juifs de l'école de Paris. Voilà. Et donc, il y a à la suite des Soutine Modigliani, sont venus s'installer à Paris. C'était une terre d'accueil quand même pour beaucoup d'artistes, énormément d'artistes juifs. Et ces artistes juifs, donc il y a la première école de Paris qui est d'avant-guerre. Et puis il y a la deuxième école de Paris, dont Mané Katz est l'une des figures majeures. Et avec Atlan, avec ce genre de personnes. Et ce sont des peintres très importants. Alors c'est vrai que ils ont souvent. Alors certains se sont engagés dans l'abstraction, mais ici on a plutôt privilégié les artistes judaïca qui se sont engagés plutôt dans l'expression, c'est-à-dire dans la figuration, avec Mané Katz, un des exemples. Mais il y en a pas mal comme ça, les Kikoïn, les Crémein, etc., qui ont fait souvent. Alors ça peut être des scènes autour du judaïsme, ça peut être on peut voir des rabbins, on peut voir des musiciens juifs, on peut voir des scènes juives, ou alors pas du tout. Ça peut être des vues, des paysages, il y a beaucoup de etc. paysages. C'est toujours assez violent quand même. Et il y a tout un public pour ça, de gens qui suivent ces artistes-là et qui collectionnent. Alors David Norman, il y a aussi des photos. Moi, ça m'a impressionné parce que c'est des photos qui sont des photos d'Israël, enfin de ce que c'était Israël avant du temps de la Palestine. Et puis, il y a des photos de musiciens. Il y a des photos magnifiques de Yehudi Menuhin, l'enfant prodige du violon. Et puis, plein d'autres et des affiches israéliennes qui sont émouvantes. Alors ça, comment ça se mélange à tout le reste de Judaïka? Eh bien alors, typiquement, voilà, c'est des choses qui sont judaïca par essence, mais qui sont aussi de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte à travers ces exemples, effectivement, des photos qui peuvent dater de la fin du 19e, pour certaines, du début 20e, on voit des Juifs, ou on voit des vues de la Palestine qui sont évidemment aujourd'hui inimaginables pour les gens qui vivent aujourd'hui en Israël. On voit des gens au travail, on voit qu'il y avait une activité très importante dans les années 20, dans les années 30, autour du sionisme, avec effectivement des affiches montrant des
appels à dons, des affiches montrant des travailleurs en exercice. Mais il y a toute une activité et c'est absolument passionnant pour l'histoire d'Israël, pour l'histoire du sionisme et pour l'histoire des Juifs. David Norman, merci d'être venu. Une très belle vente. On rappelle que c'est demain et surtout, le catalogue est visible sur www.ader-du6paris.fr et vous pouvez enchérisser en direct sur www.drouotlive.com. Merci David d'être venu nous voir et on espère que ça va marcher. Merci beaucoup Hélène. À bientôt. Au revoir.